Bonjour, et j'accueille pour ce numéro hors série du journal des biotech Hervé Affagard, cofondateur et directeur général de MaaT Pharma. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. MaaT Pharma, je le rappelle, biotech lyonnaise, fondée en 2014, cotée depuis novembre 2021, bah oui, déjà pionnière dans le développement de médicaments à base de microbiote dédiés aux patients atteints de cancer. Et forcément, Hervé, pour commencer, on va s'intéresser à l'actualité brûlante, si je puis dire, de MaaT Pharma avec la fin du recrutement de l'essai de phase 3 AS pour MaaT13 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte. L'occasion peut-être, en préambule, de rappeler ce que vous attendez de cet essai. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc en fait cette phase 3 elle est importante pour nous parce que c'est le résultat de 10 ans de travail. La phase 3 c'est vraiment la conclusion. Donc aujourd'hui on a fini les essais sur l'homme et on va rentrer dans une phase réglementaire maintenant pour demander une autorisation de mise sur le marché. Donc ce qu'on attend de cette étude, c'est d'avoir des résultats tangibles sur le fait qu'on va pouvoir traiter la maladie qui s'appelle la maladie du greffon contre l'hôte, c'est-à-dire le rejet de greffe de cellules souches, qui est une maladie qui est complètement à la frontière de la médecine, pour laquelle il n'y a pas de traitement depuis 60 ans, et pour laquelle la plupart des traitements aujourd'hui sont des immunosuppresseurs qui vont plutôt apaiser, voire traiter les symptômes, mais il y a très peu de traitements qui sont efficaces en termes de traitement, c'est-à-dire le patient est guéri. Donc en fait, quand je parle de résultats tangibles, je parle d'un taux de rémission, de guérison qui est extrêmement élevé. On fera peut-être le point un petit peu tout à l'heure en lien avec les accès compassionnels. Si on obtient le même genre de résultats, eh bien on aura guéri quasiment, on aura des résultats positifs sur quasiment 2/3 des patients, alors qu'il faut avoir en tête qu'à peu près au bout de 28 jours, déjà 50% des patients sont morts. Donc en fait, on est sur une pathologie hyper grave, vraiment à la frontière de la médecine, de ce que peut faire la médecine. Et avec des résultats tangibles dans cette phase 3, eh bien, on espère pour nous que ça va être un premier achèvement très important pour la société, pour les patients, bien évidemment. Et puis je pense que derrière, ça va nous donner le potentiel de nous redéployer. Bon, une belle promesse en tout cas, avec peut-être tout de suite, on regarde la suite du calendrier possible après ce dernier recrutement. Donc en fait, là, aujourd'hui, les recrutements sont terminés. On a annoncé le 15 octobre, donc je crois, on a dû traiter donc, le dernier patient le 14 octobre. Donc on a besoin de 28 jours pour suivre le dernier patient. Et puis derrière, on va être tout en vitesse accélérée avec l'objectif de publier les résultats en janvier. Et donc là, il y a beaucoup de travail de cleaning des data. C'est des patients qui sont extrêmement compliqués. Chaque patient fait plein de complications. Ce sont des patients qui vont mourir d'infections, qui vont mourir d'un retour de la leucémie ou de la maladie basale. C'est des patients extrêmement compliqués. Donc on est à fond dessus. Je pense que pour nous, cette année, Noël, ça va être studieux. Ça va être très studieux. Mais on espère que le Père Noël aussi va nous ramener des bonnes nouvelles. Donc voilà, l'équipe est à fond, c'est vraiment notre focus, puisque comme je l'ai dit en intro, cette étude c'est un peu comme un sablier. En fait, ça va nous permettre de valider qu'avec le microbiote, on peut moduler l'immunité sur la pathologie quasiment la plus sévère quand on regarde les maladies immunes. Et nous, on a beaucoup d'espoir. Donc, on va tous se mettre à fond avec l'équipe. Et puis, en janvier, on aura les résultats. Bon, les résultats en janvier, un Noël studio, on l'a dit. Un mois de novembre studio aussi, puisque MaaT13, vous l'avez évoqué, il fait l'objet d'un programme d'accès compassionnel dans cette indication. Et on attend justement des données actualisées, c'est vous qui le dites, en tout cas MaaT Pharma, dont vous discuterez en décembre avec des experts. Est-ce que ces données pourront déjà nous fournir une indication sur les résultats à attendre? Est-ce que vous allez communiquer autre qu'à des experts sur le sujet? Oui, en fait, on a déjà aujourd'hui communiqué un dataset de 140 patients en début d'année sur les accès compassionnels. Donc là, on va fournir un update au mois de décembre. On invitera des médecins pour parler justement de leur perception des résultats. On s'attend à une confirmation de ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on a déjà une grosse base. Le programme compassionnel est maintenant absolument... Enfin, il prend des proportions complètement démentielles. On doit servir dans 9 pays à peu près. D'accord. Et pas que en Europe, ça c'est nouveau. Donc en fait, on a plein de nouveaux patients dans des conditions différentes. Donc ça va être très intéressant de pouvoir en discuter avec les médecins, de voir si, pour valider que les pratiques sont les mêmes un peu partout, que notre médicament a le même effet partout. Donc
en gros, c'est déjà un peu comme si on était pré-commercial de ce point de vue-là, et on va avoir vraiment beaucoup de retours. Donc, d'un point de vue médico-scientifique, on aura effectivement une espèce de webinar qui nous permettra de commenter sur cette quantité de data qui est maintenant énorme. Et ça nous donnera clairement, de mon point de vue, une indication sur les résultats de la phase 3 qui seront, eux, connus en janvier. Et puis, je rappelle aussi qu'en France, spécifiquement, on peut facturer les accès compassionnels et on aura un nouvel update. Les ATU maintenant. Les ATU anciennement. Anciennement, c'est vrai. Ça a changé et on appelle ça accès précoce et accès compassionnel. Et donc, on updatera aussi pendant les résultats financiers du troisième trimestre, qui seront le 5 novembre. On updatera aussi la communauté sur le volume en chiffre d'affaires, qui ne représente que l'activité française, mais qui a eu un accroissement extrêmement important depuis qu'on fait payer les accès compassionnels. Bon, si ces résultats de phase 3 sont positifs, ce que je vous souhaite, vous avez pour objectif de soumettre, vous l'avez dit, une demande d'enregistrement dès l'année prochaine. Quand est-ce que le traitement pourrait arriver sur le marché dans ce cas de figure ? Déjà, ce qui est important, c'est que nous, on a vraiment on est une entreprise qui est très centrée sur le patient. Et pour tous les patients graves, on n'arrêtera jamais de livrer le médicament, même si il n'est pas encore commercialisé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la phase 3 s'arrête qu'on arrête de servir les patients via les accès compassionnels ou d'autres dénominatifs dans d'autres pays. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et ensuite, le process d'enregistrement, donc on va envisager un dépôt en 2025. Ça va prendre à peu près un an. Et puis à partir de 2026, on va pouvoir commencer à parler d'autorisation de mise sur le marché. Et tout début 2027, une commercialisation à proprement dit. Bon, justement, peut-être l'occasion de rappeler la taille de ce marché. Combien de personnes sont concernées en Europe ? Alors, en fait, c'est un marché de niche. Si on regarde les États-Unis et l'Europe ensemble, c'est environ 3000 patients, sachant que 2 tiers des patients sont à peu près en Europe, mais 2 tiers du marché au niveau financier est aux États-Unis, puisque les prix sont quand même beaucoup plus élevés aux États-Unis. Donc, le plus gros des patients est en Europe, mais le plus gros du chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc, on parle de 3000 patients, on parle d'un marché initial de 250 millions d'euros. Donc, c'est plutôt quelque chose, je dirais, de raisonnable. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'entrée sur le marché via des niches. Et l'objectif, c'est d'ouvrir ensuite, c'est pour ça que je prenais mon exemple du sablier. L'idée, maintenant, ça va être après d'ouvrir vers des marchés beaucoup plus larges. Mais cette indication, c'est à peu près 250 millions d'euros, 3000 patients sur les deux zones géographiques principales. Bon. Vous avez de la trésorerie jusqu'au 2e trimestre 2025. J'imagine que l'idée, c'est d'aborder un refinancement à cet horizon avec des résultats de phase 3 positifs. Quelles sont les options sur la table? Est-ce que, bien sûr, ça discute chez MaaT Pharma avec un possible partenaire commercial? En fait, ma réponse, elle est hyper classique, c'est dette, partenariat et equity, c'est-à-dire nouvelle levée de fonds. Ça va sûrement être un panaché d'un peu tout ça. Et effectivement, plus précisément sur la question sur les partenariats, puisque c'est la question que vous me posez, oui, on discute avec plusieurs partenaires. Notre objectif prioritaire, c'est de faire un partenariat plutôt que de commercialiser par nous-mêmes. Oui. Vu la taille du marché, on pourrait être en position de commercialiser nous-mêmes. Nous avons notre capacité de manufacturing. Aujourd'hui, on l'utilise à moins de 10%. Donc, on a largement de la place. Oui. Mais on préférerait laisser cette opportunité d'occuper l'espace et de vendre beaucoup de produits à un partenaire dont c'est le métier. Parce qu'effectivement, il y a les notions de pricing, market access qui sont à développer chez MaaT Pharma, alors qu'on est très très bon sur la science, l'innovation et les essais cliniques. Oui. Donc l'idée, c'est plutôt de se concentrer là-dessus, de trouver un partenaire. Plusieurs discussions sont en cours, mais pas que. Il n'y a pas que les partenariats. On discute aussi beaucoup avec le conseil d'administration actuellement. On a beaucoup de meetings sur les options stratégiques et notamment la dette, l'equity et puis toutes les options stratégiques qu'une biotech de phase 3 doit considérer. Bon, vous avez déjà un petit peu répondu à la question parce que j'allais vous dire, effectivement, si vous y allez tout seul en phase de commercialisation, on voit sur des biotech plus matures, on a eu l'occasion d'en parler même sur ce plateau, que le remboursement, le côté réglementaire en Europe peut être
très compliqué, très lourd et retardé pas mal. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà bien identifié chez Matt, effectivement? Ouais, alors on y travaille dessus, on fait le même constat. On voit aussi un paradoxe, c'est-à-dire que je pense que la force publique et les payeurs comprennent aussi que ne pas bien rembourser les produits, ça risque d'être un problème. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gesticulations, mais quand on regarde les prix aux États-Unis, si on ne rembourse pas bien, tout le monde va partir aux États-Unis. C'est QFD. Il y a par exemple en Allemagne, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France avec le projet France 2030. Il y a plein de propositions qui sont faites. Là, il y a un German Act qui vient aussi de tomber avec une somme d'argent très importante, avec des incentives pour que les prix soient très hauts en fait, pour justement rémunérer l'innovation. Et par exemple en Allemagne, en fonction du nombre de patients qu'on a recrutés dans les études cliniques en Allemagne, on va avoir un prix premium, etc., etc. Donc oui, c'est dur parce que les budgets ils sont ce qu'ils sont. Néanmoins, il y a une vraie compétition, y compris entre les pays en Europe. Y compris au niveau européen. Y compris entre les pays en Europe, c'est très clair. Les Allemands, ils n'étaient pas en... J'ai l'impression que la France n'est pas la mieux placée ici. La France, elle était un peu en train de se réorganiser au niveau parlementaire. Et je pense que les Allemands, eux, ils n'ont pas du tout attendu. Je me demande même s'ils n'ont pas accéléré. Enfin, en tout cas, ils déroulent leur plan, parce qu'il est connu depuis longtemps. Et oui, il y a des pays qui ont envie de capter l'innovation. Moi, je pense que ça peut enclencher un cercle vertueux dans la rémunération de l'innovation, en étant respectueux des finances publiques, évidemment, puis surtout en étant respectueux de la disponibilité à tous les patients, parce qu'il faut quand même garder ça en tête. Je pense que c'est surtout ça qui change depuis par rapport à d'autres années, c'est qu'aujourd'hui, on veut quand même que tout le monde profite des traitements. C'est pas normal d'avoir des traitements que les gens peuvent pas se payer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais je vous dis, je vois aussi une compétition entre les pays qui fait que, à mon avis, les prix vont pas baisser tant que ça, en fait. Bon, les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est bien beau de discuter de l'Europe, mais le dirigeant de Matt Pharma nous a expliqué que le vrai potentiel, ils étaient aux États-Unis. Alors, Matt Pharma, aux États-Unis, c'est pour quand? Soon. Donc, évidemment, on a aussi réfléchi à nos plans américains. On a voulu se concentrer sur la R&D, sur la recherche clinique en Europe, parce que tout simplement, c'est là où on avait nos bases et c'est là où on était fort. Aujourd'hui, la phase 3 qu'on est en train de terminer, qu'on a terminé en recrutement en Europe. Grosso modo, on veut faire la même aux États-Unis. Donc, on a déjà ce qu'on appelle un IND, c'est-à-dire une autorisation de démarrage de l'essai clinique aux États-Unis. On a le droit d'utiliser les lots produits en France aux États-Unis. Tout ça, ça a déjà été discuté avec la FDA. Donc, aujourd'hui, maintenant, on dépend de la prochaine levée de fonds pour appuyer sur l'accélérateur. Prochaine option stratégique qui va s'activer pour appuyer sur l'accélérateur. Ça fait partie des éléments importants pour les partenaires, parce qu'en gros, soit on va faire des deals régionaux si on n'arrive pas à activer trop vite les US, soit on fait un deal plus global, ce qui est intéressant aussi pour nous et pour nos actionnaire. Et dans ce cas, il nous faut les US. Donc aujourd'hui, nous, les US, on est prêt à démarrer. On le fera soit via le partenaire, soit par nous-mêmes. Donc ça fait partie de la question précédente, je dirais. Donc des nouvelles, sans doute début 2025, là aussi, sur cette... le Soon, il est... J'espère avant, j'espère avant. J'espère avant. On verra, peut-être des news qui vont tomber. On a beaucoup parlé de MAT13, il faut qu'on parle des autres actifs. On a notamment MAT33 pour améliorer la survie des patients recevant des allo-GSCH, donc c'est des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Déjà là aussi, peut-être qu'on peut rappeler l'objectif de cette phase 2B. C'est compliqué. C'est difficile, hein, la biotech c'est compliqué. Et puis tant qu'on y est, on va aussi parler de MAT34. Là c'est pour optimiser le traitement, c'est plus facile par inhibiteur de points de contrôle immunitaire. Voilà, allez on va commencer par... Mais je pense qu'il y a moyen de le dire aussi simplement. Les HSCT homéopoïétiques, mais moi j'arrive pas à le dire. C'est une transplantation de cellules souches. Et en fait, quand on a une leucémie, aujourd'hui le seul traitement curatif, c'est une transplantation de cellules souches qui permet de remplacer le système immunitaire du patient qui a été déficient et qui a laissé la leucémie se développer. Grosso modo, c'est ça le schéma. Donc là, en fait, le premier produit MAT13, il va être en curatif, c'est-à-dire que la plus grosse réaction indésirable de la transplantation de cellules souches, c'est la maladie du greffon contre l'autre. Ça, c'est notre premier produit, marché de 250 millions. On s'est intéressé aussi à tous les patients qui reçoivent une transplantation de cellules souches. Et là, on est sur un marché qui est le double, à peu près 500 millions d'euros. Et on a une phase 2 qui est beaucoup plus conséquente. C'est une grosse étude de quasiment 400 patients, qui est une phase 2B,
mais qui a été designée d'une manière qui fait qu'elle pourrait aussi être pivotale, c'est-à-dire ça pourrait être une étude d'enregistrement. Et on a commencé les recrutements avec ce deuxième produit, MAT33, depuis 1 an à peu près. Ça recrute très bien. D'accord. Donc, néanmoins, il y a 400 patients, donc ça va être des résultats plutôt en 26-27. D'accord. Donc c'est un petit peu plus tard. Et là, pour le coup, les 18 mois aussi, les US décaleront aussi d'à peu près 1 an. C'est le même schéma que l'étude MAT13. On démarrera la partie US dans un deuxième temps. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que la forme du produit, là, c'est une capsule. Le premier produit, c'est une administration rectale qui permet d'avoir un effet bolus, c'est-à-dire un effet immédiat avec un produit haute densité. C'est pour ça qu'il est enema. Le deuxième produit, c'est une capsule et il est pris en ambulatoire par les patients. Donc une vraie simplicité d'administration. C'est une vraie simplicité. Ça permet aussi d'ouvrir le marché de l'ambulatoire. Donc on est vraiment dans cette approche progressive de développement. Et donc cet essai est très très important pour nous. Et MAT13 va clairement valider, va dérisquer, je dirais, MAT33, puisque c'est des produits en termes de substances actives très proches. Et MAT33 va permettre d'ouvrir à des marchés beaucoup plus larges. Et donc c'est un développement qui est très important, pour lequel il y a au moins 60% de la valeur de la boîte qui porte. D'accord, intéressant. Donc ça c'est MAT33, et puis on va terminer par MAT34, lui aussi. Alors lui, c'est encore un produit complètement disruptif. Tous les produits dont on a parlé jusqu'à présent, ils sont obtenus grâce à des échantillons de microbiote qu'on collecte sur des individus. Le produit MAT34, on s'est complètement affranchi des donneurs. C'est du microbiote synthétique. D'accord. Et donc, ça permet 2 choses. Ça permet des productions à très très grande échelle avec des temps de production extrêmement courts. En 3-4 semaines, on peut produire un batch avec des quantités quasiment illimitées. Et deuxième point, et c'est là où réside le plus gros de l'innovation, c'est que ce sont des produits designés complètement avec de l'intelligence artificielle. Et donc, on va pouvoir vous reconstruire un microbiote qui va faire de vous un patient plus répondeur à des immunothérapies, les fameux immune checkpoint inhibitors. Et donc, il y a une deuxième couche d'innovation sur ce produit qui vient avec l'intelligence artificielle et qui est très très prometteuse. Quand ce produit sera validé, le potentiel de l'entreprise, il est énorme parce qu'on pourra s'intéresser à peu près à toutes les maladies qui ont un lien avec le système immunitaire. Donc le potentiel, il est complètement colossal. Bon ben voilà, des projets plein les cartons, et pas que dans les cartons d'ailleurs, et pas mal de nouvelles qui s'annoncent encore, peut-être même d'ici la fin de l'année pour MaaT Pharma. Merci en tout cas Hervé Affagard pour ce point très complet. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.